Dimanche 19 juin 2022 à Roanne, témoignage de Bernard Cotte. Bonjour monsieur. Bonjour. Question élémentaire pour commencer. Où et quand êtes-vous né? Je suis né à Roanne le 30 septembre 1933. Très bien. Quels étaient les prénoms de vos parents et le nom de jeune fille de votre mère? Mon père s'appelait Joseph, ma mère s'appelait Eva Nevolkovitch. Très bien. Est-ce que vous avez connu vos quatre grands-parents? Oui, j'ai connu mes grands-parents pour avoir été en Pologne en 1938, un an avant la guerre. Vous voulez dire qu'ils sont restés habités en Pologne? Ils sont restés en Pologne. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de ces deux familles polonaises juives? Qu'est-ce que vous savez de ces deux familles? Pas grand-chose, pas grand-chose. D'abord parce que j'étais trop jeune, et ensuite, c'était des juifs religieux. Pour vous rappeler l'histoire, quand j'étais chez mes grands-parents, j'étais tout seul, et un oiseau est rentré dans la chambre. Et d'un seul coup, des dizaines de gosses sont trouvés autour de moi en train de courir après cet oiseau. C'était des familles nombreuses, et je ne m'étais pas rendu compte. Par contre, la seule chose dont je me rappelle, c'est que je suis descendu en bas pour m'amuser, et un Polonais est arrivé vers moi et m'a demandé quelque chose. J'ai dit un seul mot que j'avais en polonais, tak, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire, il m'a dit, tu veux une claque? J'ai dit oui, j'ai reçu une claque. Voilà tout ce que j'ai comme souvenir de la Pologne. Voilà. Alors dites-nous quand même de quelle ville venaient ces deux familles? Kalisz. C'est-à-dire, ils habitaient à Kalisz. Ils ne venaient pas de Kalisz, mais ils habitaient Kalisz. D'accord. Alors vos grands-parents, des deux côtés, ils avaient quoi comme profession? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais que mon père envoyait de l'argent chez les grands-parents, mais ce qu'il faisait, je n'ai aucune idée. Alors si je vous comprends bien, vos parents vous ont peu raconté leur vie d'avant la France? Oui. Vous savez pourquoi? Vous pourriez nous... Parce qu'après, leur vie a été beaucoup plus compliquée que ça. Oui, si je voulais raconter l'histoire de mon père a quitté la Pologne à 17 ans. Il est parti en Palestine à 17 ans. Et ma mère a rejoint son copain. Ma mère, entre parenthèses, était un peu plus âgée que mon père. Oui. Elle a rejoint par bateau, toute seule, avec un groupe de jeunes. Et dernièrement, j'ai appris par de la famille qu'elle devait arriver à Jaffa, et elle est descendue à Haïfa. Parce qu'elle avait trouvé quelqu'un de la famille qui l'a emmenée jusqu'à Tel Aviv, où mon père avait construit une baraque pour l'accueillir. Bon, ils m'ont raconté que mon père est monté sur le bateau à Jaffa, il n'a pas vu sa fiancée, donc il est retourné à la baraque qu'il avait construite à Tel Aviv, pardon, et ma mère a trouvé mon père et il s'était saoulé la gueule. J'ai appris cette histoire il n'y a pas très longtemps. Alors mon père a été membre d'un kibbutz. Il a travaillé pour assécher les marais et il a attrapé la malaria. C'est pour ça qu'il a quitté la Palestine. Entre-temps, ils se sont mariés et ils ont mis au monde ma sœur Sarah. D'accord. Alors vous nous disiez que vos deux familles en Pologne étaient plutôt religieux. Donc Oui. si je comprends bien, votre père, lui, était sioniste ou ce départ en Palestine était... Mes parents étaient sionistes. Ouais. Mes parents étaient sionistes, et non seulement sionistes, mais qu'ils ont pratiqué énormément. Ils sont comment dire, ils sont impliqués dans cette histoire-là. D'accord. Je vous raconterai la suite parce que c'est intéressant aussi. Mais alors, ça veut dire qu'ils étaient en rupture avec leur famille? Ils n'étaient pas en rupture, ils avaient choisi. Ils avaient choisi cette fois. Je n'ai pas vu de rupture chez les parents. Ok. Donc vos parents se sont connus à Kalisz?
Ils sont nés à Kalisz. Ils se sont connus là-bas. La plupart des Juifs à l'époque mangeaient cachère, et en Palestine, ils n'ont pas mangé cachère. Donc ils n'étaient pas religieux du tout. Okay. Et alors de ces années en Palestine, est-ce qu'ils vous en ont parlé plus tard, au-delà des éléments que vous venez de donner? Je pense qu'ils ont fait beaucoup de relations. Ils ont fait beaucoup de relations parce que plus tard, j'ai rencontré beaucoup de personnalités israéliennes. D'accord. Beaucoup. Et alors, vos parents ont quitté la Palestine pour quelle destination? Lyon. Alors, pourquoi la France? Parce que ma mère avait un oncle à Lyon et ils sont venus à Lyon avec ma sœur. D'accord. Et alors, est-ce que dans ces deux familles, la France avait un attrait particulier ou c'est le hasard qui... C'est le hasard. D'accord. Pour mes grands-parents, il n'y avait pas de problème. C'était pas... Okay. Mes parents ont choisi la France. D'accord. Alors, en quelle année, s'il vous plaît? En 1930. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous savez de leurs premières années en France? Eh bien, mon père a commencé à aller à Tarare et puis il est venu à Roanne. Pourquoi il est venu à Roanne? Parce que Kalisz était une ville textile et dans Roanne, il a trouvé une textile. Et il a monté une affaire associée avec son beau-frère Volkovitch. Okay. Et après la guerre, ils se sont séparés en deux affaires différentes. Mais mon père est resté très actif dans le milieu sioniste. J'ai trouvé des photos du Congrès juif mondial en 1939 en Suisse, ouais. À Genève. Bon, et j'ai su après que mon père avait non seulement gardé beaucoup de contacts avec le monde sioniste, oui. Mais il a fait partie du joint. D'accord. Il a fait partie du joint. C'est-à-dire que quand des Juifs ont été expulsés avant la guerre et sont venus à Roanne, c'est lui qui subventionnait ces familles qui venaient à Roanne. Alors, est-ce que la malaria et les conditions de vie en Palestine à l'époque faisaient que votre père avait définitivement renoncé à vivre là-bas après ou... Pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est l'engrenage de la vie qu'il a fait, qu'il s'est trouvé oui. À la tête d'une usine, à la tête de responsabilité. Quand il est décédé, il était déjà président de la Fédération sioniste de France. D'accord. Mais dans l'idéal, il aurait aimé vivre en Palestine puis en Israël? C'est possible. D'accord. Mais il a été tellement embringué dans ces histoires-là qu'il est resté... il est mort en 61, donc très jeune. Alors, votre père avait la fibre militante en quelque sorte ou... Mon père avait la fibre militante et il militait. Alors il militait, bon, le Joint, c'est pas une organisation politique, mais il militait donc dans une organisation sioniste aussi? Sioniste, socialiste. D'accord. Dans un parti politique ou pas? Non, Parti socialiste. Il était membre du Parti socialiste. Okay. J'ai rencontré pas mal de personnalités socialistes chez lui. D'accord. Donc vos parents sont arrivés en 1930 dans la région. Est-ce qu'ils ont voulu se faire naturaliser français? Pas tout de suite. Mon père a été naturalisé après. Comme il était français, il a été mobilisé. Il était français avant la guerre? Avant la guerre. Donc il a été mobilisé. D'accord. Alors, donc vous-même qui êtes né en France, vous avez eu tout de suite la nationalité française oui. Ou pas? Oui. Et vous avez eu des frères et sœurs? Pardon? Vous avez eu des frères et sœurs? Mais ma sœur était née en Israël. Alors, votre sœur est devenue française ou pas? Elle est devenue française avec mes parents. D'accord. Donc, en 1939, c'est un couple avec ses 2 enfants et tout le monde est français, c'est ça? Oui. Okay. Tout le monde est français. Alors vous, quels souvenirs vous avez de votre petite enfance d'avant la guerre? Je
Avant la guerre, merveilleux. C'est-à-dire, je devais aller au Pâté Promenade, il fallait que j'aie les gants, j'étais presque, pour mon père qui était anti-bourgeois complètement, j'étais fils de bourgeois, pour dire la vérité. Et mon père est allé mobiliser, il a fait la guerre à Saint-Étienne, et au moment de la débalque, nous avons, avec mes parents, avec ma mère, nous avons quitté Roanne. Je ne me rappelle plus dans quel bled on est allé dans la Loire. Et c'était parce qu'il avait fait un copain qui était paysan. Donc on a vécu, je ne me rappelle plus quel bled on a vécu dans la Loire. Et puis on est revenu et mon père a été démobilisé. D'accord. Alors, votre père, qui était un militant sioniste, socialiste, est-ce que vous savez comment il a appris l'instauration de ce régime fasciste d'extrême droite? Déjà, il militait par le fait qu'il était du joint, qu'il fallait s'occuper de tous les... et en fait, c'est la suite qui m'a su. Je ne savais pas exactement ce qu'il a fait. C'est impossible de le savoir. Mais c'est après. C'est-à-dire quand le gouvernement français avait séparé la France en deux, sous Pétain, mon père était toujours dirigeant de textile, d'une boîte textile. Qui s'appelait comment, s'il vous plaît, la boîte? Joseph Cotte. Et pour dire la vérité, ils étaient très bien, très à l'aise, et ils s'occupaient de tous les autres juifs qui étaient malheureux. Mais il y a eu une cassure parce que on est venu arrêter mon père. Mais c'est très, très bizarre cette histoire qu'il a été arrêté. Il a été arrêté par un copain gendarme. J'ai vu une scène inimaginable. L'officier, d'abord, il est monté tout seul pour arrêter mon père. Parce que c'était c'était du temps de Pétain. Ouais. Et il pleurait et j'ai vu ma mère réconforter l'officier qui a arrêté mon père. C'est invraisemblable. En fait, il a été libéré tout de suite après. 48 heures après, il était libéré. Et à ce moment-là, comme ça tournait mal, ils ont décidé de m'envoyer en pension à La Bourboule, chez monsieur et madame Mazot. Alors on va y revenir. Essayez de nous donner la date à peu près de votre départ. J'ai aucune idée. De cette arrestation. C'était les vacances scolaires? C'était en pleine cour. Ouais. Mais on est parti avec ma sœur. Mais il y a une scène intéressante. On avait une femme de ménage qui me pomponnait. Vraiment, j'étais enfant de riche. Elle était polonaise, mais de la frontière allemande. Elle parlait l'allemand couramment. Donc, quand on a quitté la maison, j'ai dit à la personne, qui s'appelait Marie, adieu pour toujours. Elle s'est effondrée en larmes. On arrête cette histoire de Marie et je suis parti à La Bourboule. On avait passé déjà des vacances à La Bourboule, 2 ans par enfant, donc on connaissait. On nous a mis chez monsieur et madame Mazot, Villa Gracieuse, à La Bourboule. Des gens que vous connaissiez déjà, que votre père connaissait déjà? Non, moi je ne connaissais pas. Et je peux dire qu'on a été accueillis là-bas, j'étais accueilli comme un enfant, leur enfant. Okay. Quel âge ils avaient, ce couple? Pardon? Ils avaient quel âge, ce couple, les Mazot? Ils étaient vieux pour moi. J'avais 9 ans, 7 ans. C'est difficile à dire. Ils n'avaient pas d'enfants? Ils n'avaient pas d'enfants. D'accord.
D'ailleurs, c'est une vision importante. J'étais considéré comme un enfant de la maison. Oui. On voulait faire de moi un gentleman. On m'a appris à faire le besma, qui, entre parenthèses, je l'ai pratiqué une seule fois dans ma vie, en embrassant la main de Madame Valérie Giscard d'Estaing à un salon. Bon, c'est pour situer à peu près la situation. Ma sœur était beaucoup plus libre, donc, puisqu'elle avait quand même 16 ans de plus que moi. Bon, j'ai vécu tout le temps à la Bourboule, sans mes parents, tout seul. Elle voulait, comme je vous ai dit, elle voulait faire de moi un gentleman. Okay. Et un jour, arrivent 3 autres enfants. Pas n'importe lesquels, les enfants du grand rabbin Hirschler de Strasbourg. Bon, on a vécu tous les 5 dans cette famille. Ouais. Je me rappelle une fois, on m'a demandé d'aller acheter du pain, et je suis allé à la boulangerie, et quand j'arrive, on me dit plus de pain. C'était la guerre. Je n'ai vu ma mère qu'une fois. Et ça, c'est à raconter. Madame Mazot me dit à Bernard, ta maman vient d'arriver hier soir. Va la voir, elle se trouve à l'hôtel Globe. Elle est descendue là-bas. Et mets une cravate. J'avais jamais mis de cravate. Donc j'ai fait un nœud et je suis allé à l'hôtel Globe. Très important. Et là, le patron de l'hôtel Globe me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, petit? J'ai dit, je vais voir ma maman. J'ai dit, tu ne vas pas aller voir ta maman comme ça, tu as fait une mauvaise... Je vais t'apprendre à faire la cravate. Et il m'a appris à faire un nœud de cravate. J'ai vu ma mère, on est resté toute la journée, elle est repartie. Ma mère, elle a voyagé, donc elle avait le type juif, c'est-à-dire elle était blonde, avec un tout petit nez, et les yeux très clairs. Donc ça c'est comique, je dis ça. Et je ne l'ai plus revue jusqu'à la Libération. Et tous les jours, je passais, c'était en bas de l'hôtel, de la rue Muralcaire où ils habitaient, la Villa Gracieuse, et je voyais le patron de l'hôtel. Et chaque fois que je le voyais, chaque fois qu'il était là, un coup d'œil gentil, un coup d'œil, quelque chose qui a agréé ma petite vie de tous les jours. Et je faisais exprès de passer par là. Sauf un jour, du bruit, des coups de poing, la Gestapo est arrivée. En fait, c'était un résistant. Ils l'ont tué, ils l'ont torturé. Et je suis vite parti, je suis rentré j'ai pleuré. C'est tout ce que j'ai, voilà. Ça, c'était ma vie à la Bourboule. Alors, s'il vous plaît, là, vous avez d'excellents souvenirs, mais j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez accepté de quitter votre foyer quand vos parents vous ont dit tu ne peux plus rester là, tu dois partir. Qu'est-ce que vous aviez compris des raisons J'ai compris que c'était la guerre. N'oubliez pas qu'il y avait déjà commencé la guerre, que nous avons quitté Roanne dans le village. Je savais ce que c'était la guerre. Oui, mais est-ce que vous saviez que vous étiez un enfant juif potentiellement en danger? Oui, j'ai toujours su que j'étais juif. Avant la guerre déjà? Oui, avant la guerre. On ne s'est jamais caché. On ne s'est jamais caché. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez accepté facilement de cette décision ou vous êtes... J'ai compris que c'était... Et en plus de ça, je partais avec ma sœur. C'est important, ça. Bien sûr. Je ne partais pas seul. En fait, cette histoire, pour nous, c'est très bien terminé, puisque mes parents sont venus me chercher et les enfants du grand rabbin Hirschler, le grand rabbin était déporté et le plus triste de l'histoire, l'oncle qui devait venir les chercher en voiture s'est tué. Donc, j'ai perdu complètement le contact avec la famille Hirschler. Sauf
je reviendrai parce que, sauf que j'ai demandé faire la médaille des justes Oui. pour monsieur et madame Hirsch, pour monsieur et madame Mazot. Alors, il se trouve que j'étais des relations avec le gars de Lyon. Il m'a dit, Bernard, ça ne suffit pas ton témoignage. Il faut d'autres témoignages. Alors là, j'ai repris contact avec la famille Hirschler. Elle n'acceptait pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas la sœur de M. Mazot qui exigeait que leur fils fasse la prière le soir en hébreu. Moi, je ne m'ai jamais demandé, les frères, les sœurs, jamais. Mais lui, il fallait, comme il était fils de rabbin, il fallait qu'il dise. Et son grand plaisir à cette bonne femme, c'est de dire Amen, quand il avait terminé. Et il recevait des claques, à cause de cette histoire. Bon, en fait, on a fait la médaille des justes, mais avant, m'a demandé où mettre la médaille juste, comme il n'y avait pas d'enfant. Oui. On l'a mis à la mairie de la Bourboule, la médaille de la Bourboule. Et je reçois un coup de fil le dernier jour, la veille. Quel parti politique est le maire de la Bourboule? Parce que si c'est du Front National, on n'accepte plus, on retire notre... Bon, ça s'est fait très bien comme il faut. J'ai pris sur ma responsabilité et nous avons été à la Bourboule. La première chose que j'ai fait, j'étais au cimetière où ils sont enterrés. Là, il y avait une croix qui avait été cassée. Oui, alors j'ai demandé que j'ai fait réparer, on m'a acheté une autre croix et j'ai payé une messe. Alors c'est très intéressant parce que la messe, on était là-bas, il y avait 30 juifs au premier rang. Voilà, ça c'est l'épisode de la Bourboule qui est un épisode à part. Alors j'ai quelques questions quand même. Votre père travaillait pour le Joint, donc il distribuait de l'argent éventuellement pour que des juifs soient hébergés. Puisque cette famille a eu la médaille, ça veut dire que les Mazot vous ont nourri, logé gratuitement? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas en fait? Je pense qu'il devait payer. Mais je ne sais pas. D'accord. Par contre, il y a eu le phénomène de la Bourboule, de Saint-Gervais. Saint-Gervais, je savais que mon père dirigeait Saint-Gervais. Mais à Saint-Gervais, c'était quand même des centaines, des milliers de juifs qui étaient là-bas. Dans un maquis, vous voulez dire, c'est ça? Non, ils avaient pris tous les hôtels. Pardon. C'était... En résidence assignée ou... Non, parce que c'était la zone italienne. Oui. Il n'y avait pas les Allemands là-bas. C'était la zone italienne. Donc, la première fois, comme je connaissais l'histoire de Saint-Gervais, je suis passé le voir. La première fois, on n'y a pas été. La deuxième fois, on est allé et je dis à ma femme, à l'hôtel, je vais me demander d'aller voir le maire. Et là, la personne qui était à côté était adjointe au maire. Elle m'a pris rendez-vous, j'arrive là devant vous. Le maire, complètement étonné, qu'il y avait des milliers mais quand même, c'était énorme. Énorme. Il y avait des groupes de jeunesse, des groupes de religion. C'était une ville juive. C'était une ville juive. Et bon, alors il me dit, écoutez, moi je ne sais pas, je vais demander à mon adjoint, il est professeur d'histoire à l'école. Bon, on verra, le professeur il n'est pas là, il est en vacances. Bon, je suis reparti, hein, très déçu.
Et là, d'un seul coup, je reçois de ce monsieur Grand-Jacques, elle dit, il y a une Américaine qui vient et elle veut voir Saint-Gervais et elle a porté des documents parce que ça commence, c'était énorme, c'était énorme. Et il y avait tout plein de gens que vous voyez qui étaient à Saint-Gervais et qui ont été déportés, les passeurs, tout ça. Alors, on a pu discuter avec cette personne qui avait rencontré des gens qui étaient à Saint-Gervais. Alors, on s'est contacté, on a commencé à savoir ce que c'était Saint-Gervais. C'était quelque chose de colossal, à tel point que j'ai entendu dire, ah oui, mais le général italien, c'est un juif, surtout, parce qu'ils avaient tout en main. Ils avaient tout en main. Les papiers de mon père, que j'ai retrouvés, il s'appelait Joseph Cotte, né à Blaszczko en Pologne. Et j'en ai trouvé deux, mais il y en a un autre, j'ai perdu, je ne sais plus où l'autre, il faut que je la recherche. Et l'autre, celle que j'ai ici, c'est marqué Marie-Joseph, né à Blaszczko, sans département. Et l'autre, il y avait marqué Joseph Cotte, Marie-Joseph Cotte, né à Blaszczko dans le Finistère. Bon, en fait, mon père connaissait énormément dans les membres du Parti socialiste. Il a beaucoup milité dans le Parti socialiste. Alors le travail de Saint-Gervais, c'était d'envoyer des personnes en Suisse et de ramener de l'argent. Toujours le joint. Et comme ça qu'il y avait... et c'est vraiment... Les premiers qui ont été à Saint-Gervais, c'était les Juifs de Belgique. Oui. Quand ils sont venus. Voilà. Mais votre père lui-même faisait traverser la frontière pour aller chercher de l'argent? Mon père dirigeait. D'accord. Alors, quand les Allemands ont envahi la zone italienne, ils ont liquidé le camp de Saint-Gervais. Mais je ne sais pas si vous avez été au monument, il y a Mila Racine. Elle était à Saint-Gervais. Elle ne faisait pas ça. Il y avait Tony Green. C'était des noms qui sont connus dans le monde juif, qui étaient à Saint-Gervais. Bon, donc quand les Allemands ont décidé de revenir, ils ont décidé de fermer. Alors mon père a pris, je ne sais pas combien de camions pour faire quitter Saint-Gervais dans le sud de la France. D'accord. Un train entier est parti de Juifs et beaucoup ont rejoint la résistance. Ils avaient déjà des pieds, des mains dans la résistance. Voilà comment ça a été fermé le Saint-Gervais. Mais c'était énorme ce qu'ils ont sauvé comme Juifs. Mais comment la personne américaine s'est occupée de ça? Elle était invitée à une réception et la personne lui a dit, écoute, moi je viens de Suisse et mes parents ont été déportés, je ne sais pas d'où je viens. Et elle a commencé à faire une enquête. Et en fait, elle est partie de Saint-Gervais. D'accord. Voilà. Mais alors votre père, à quel moment il est parti de Roanne pour Saint-Gervais? Après moi, tout de suite. D'accord. Donc à l'époque, Saint-Gervais était déjà en zone italienne? Oui, oui. Donc les Allemands étaient déjà à Roanne? Étaient déjà à Roanne. Entendu, d'accord. Et est-ce qu'il connaissait déjà la région ou c'est la proximité de la Suisse qui a fait qu'il est parti Non, c'était les ordres. Il avait reçu des ordres du joint d'aller là-bas. Okay. C'est pas... Alors il y a deux ou trois questions que je ne vous ai pas posées sur vos parents. À la maison, entre eux, ils parlaient dans quelle langue? En yiddish. Oui. En Et yiddish. vous, du coup, vous comprenez? Pardon? Oui, moi je comprends le yiddish. Oui. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Okay. Mais il parlait le français. Alors il parlait français avec accent ou quasi couramment? Quasi couramment. D'accord. Alors vous nous disiez que pour aller voyager en pleine guerre comme ma mère, il fallait pas parler yiddish.
Vous nous disiez que vos parents s'étaient désengagés d'une certaine manière du judaïsme traditionnel. Est-ce que malgré tout, chez vous, on fêtait les grandes fêtes, Kippour, Rosh Hashanah? Oui, on faisait les grandes fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, oui, mais mon père priait pas, ma mère priait. Enfin, j'ai jamais vu ma mère prier. D'accord. Alors, vous nous avez beaucoup parlé de l'activité de votre père. Alors, justement, votre mère, qu'est-ce que vous savez d'elle durant cette époque? Ben, elle était avec mon père, Ouais. Et elle partageait son activité? oui, puisqu'elle est venue nous rendre visite. D'accord. Et alors, votre père, il vous a raconté précisément ce long séjour à Saint-Gervais, son activité? Certainement pas, parce qu'il y a eu la suite. Il y a eu autre chose, c'est-à-dire quand la libération est venue, Ouais. un petit épisode de la libération, tout à fait anodine. Quand on a déclaré que l'Allemagne avait été terminée, c'était au mois de mai, les étudiants du lycée, les grands, ils ont fait un monôme. Ils ont fait un monôme dans toute la ville. Et devant le monôme, ils ont pris une poussette d'enfants. Ils m'ont mis dedans avec un casque allemand, une mitraillette et marqué en allemand Neue Wehrmacht. Et je vois encore la gueule de mon père qui m'a vu. Voilà, parce qu'il faisait partie du comité de libération. D'accord. J'ai une séance aussi au comité de libération. À Rouen, vous voulez À dire? Rouen, Ok. qui est extraordinaire. J'ai trouvé dans magazine français l'histoire de la libération de la France dans le sud de la France. Ouais. C'était... Et je tombe sur la photo de mon père. À la synagogue, premier office de la synagogue à la libération. Donc mon père, après Saint-Gervais, est venu à Rouen dans la Résistance. Ouais. Premier office, bon. Alors, je me suis renseigné d'où ça venait cette photo. C'était fait par des journalistes américains. Ouais. Qui sont venus à Rouen, Okay. bien après, que j'étais déjà de retour. Et pour filmer les femmes qui avaient été, on avait coupé ça. Et ils sont arrivés à la mairie de Rouen et ils ont demandé l'autorisation de faire des photos à Rouen. Et là-bas, à la mairie, ils ont dit, écoutez, chez nous, on ne parle pas l'anglais. Mais chez nous, on a un juif, et les juifs savent parler l'anglais. Et donc, 2 officiers français viennent chez mon père. Je venais d'arriver de la Bourboule. Et mon père, les officiers français disent, ils veulent faire, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Alors, mon père les regarde, et il dit à tous les 3, lequel d'entre vous parle yiddish? Il y en a un qui parle yiddish. Il dit, ma grand-mère venait de Lituanie. Bon. Et en sortant, je vois l'officier qui dit, je t'avais dit que les juifs parlent l'anglais. Une histoire anodine, mais ça montre l'esprit que c'était à la libération. Bien sûr. Je vais revenir à vous. À la Bourboule, vous êtes allé à l'école? Oui. Vous étiez sous votre vrai nom? Vous avez une fausse carte? Je m'appelle Bernard Cotte. Hein. Cotte, Oui. ça ne veut rien dire. Pas ma sœur. Elle s'appelait Sarah, elle est devenue Solange. Elle a parlé de l'école à la Bourboule. Pardon? L'école, vous avez quoi comme souvenir de l'école à la Bourboule? Pas grand-chose. D'accord. Vous savez, il faisait froid, on était... je connaissais personne, je jouais tout seul. Mais j'ai un bon souvenir de M. Mazot. Je me suis engueulé avec un voisin. Mme Mazot, elle ne m'a pas défendu. Elle dit, Bernard, défends-toi. C'est là qu'elle m'a dit, Bernard, je veux faire de toi un gentleman. C'est là qu'elle m'a appris à faire le baise-main.
Alors, la Bourboule, c'était une ville qui était aussi un centre d'assignation à résidence pour certains juifs. Oui. Est-ce que vous, du coup, vous aviez à l'école d'autres Non. copains juifs? Non. Vous étiez le seul d'après vous? Non, pas d'après moi, de ce que je savais. D'accord. Écoutez, je vais à la Bourboule, j'avais 9 ans. Oui, voilà. Ouais. Non, qu'est-ce que je dis des conneries. Je suis parti à 9 ans, Ouais. mais je suis venu avant. J'ai quitté à 9 ans. Et je ne pense pas que je savais ce que c'était qu'un juif. D'accord. Et est-ce que vous avez croisé beaucoup d'Allemands à la Bourboule? Ou finalement... Non, pas tellement. Ok. Par contre, j'ai croisé des miliciens. Je me rappelle d'une fois, j'étais dans la rue et des miliciens qui étaient sous tiraient un bal à blanc dans la rue. On s'est caché et en fait, ils rigolaient. Ça, j'ai vu. Ok. Alors, qu'est-ce que vous compreniez de ce qui se passait en France à la même période? Qu'est-ce que vous saviez de la guerre d'une manière générale? C'est après que je suis. D'accord. La Bourboule, 6 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on peut savoir? C'est pas possible. Après, il y a eu... non, après, il y a eu un prêt. Hein. Ça ne s'est pas arrêté là. Hein. À la libération, après la libération, quand les camps de concentration ont été ouverts, mon père a réservé tous les hôtels de la région pour faire venir, avec le joint, les enfants qui avaient à l'époque 16-17 ans, et pour qu'ils se refassent une santé morale, qu'ils ont fait ça. Et j'ai pris contact avec eux. Il y avait beaucoup de Sonderkommando. Vous savez ce que c'est que les Sonderkommando? Oui, c'est ceux qui mettaient dans les chambres à gaz. Et ils n'avaient pas une vie très longue. C'est-à-dire, ça, 3 mois, 4 mois, ils liquidaient. Donc, c'était des jeunes qui... Ouais. On a même eu un incident, enfin même plusieurs incidents. Il y en a un qui a décidé que mon père est devenu son père. Et bon, il est venu à la maison. Et je suis tombé très malade. J'ai eu une appendicite qui a mal tourné, complètement empoisonné. Péritonite, on m'a opéré 6 ou 7 fois comme ça. Et le professeur Wertheimer de Lyon est venu à Rouen et il a dit à ma mère, votre fils en a pour 24 heures. Mon père, toujours la même chose, avec ses relations, il est allé à l'armée américaine et je suis un des Français qui a eu le premier de la pénicilline. Je suis vivant à cause de la pénicilline. Voilà. Et il y a eu un autre incident qui peut vous refaire la vie de mes parents, c'est qu'il y en a un qui est tombé malade. Il est tombé malade, il est allé à la clinique du docteur Château. Et le docteur Château téléphone à mon père. Il me dit, tu as un des clients qui refuse de se faire opérer. Il me dit, ses parents ont été déportés, ils sont tous morts. Un des personnages, j'en ai marre de la vie. Alors, mon père est allé, et il s'appelait Kajik. Et il dit, Kajik, je te jure sur la Torah que je t'accueille en sortant. Bon, alors il dit, opérez-moi. Et le docteur Château dit, Joseph, comment a le droit de dire que je ne suis pas sûr que l'opération va réussir? Et mon père lui répond, vivant ou mort, je le retirerai d'ici. Et comment, des histoires comme ça. D'accord. Mais donc, là, vous parlez des Sonderkommando. Vous avez eu l'occasion de parler avec eux ou vous en racontez? Ils racontaient finalement leur... Ils racontaient.
D'accord. Il racontait. Mais vous étiez jeune. Oui, mais le Tzvi, à l'époque, il a trouvé. Ils ont cherché de la famille. Il a trouvé un oncle au Canada. Et mon père lui dit, va voir ton oncle, c'est de la famille. Et il dit à mon père, je ne veux pas y aller, parce que je ne sais pas si je reviens, et si tu m'accueilleras quand je reviens. Mon père lui a payé un billet aller-retour. Seulement, il n'est jamais revenu, il a trouvé une femme là-bas, il s'était marré. Mais il se considérait comme mon frère. On a fait des cérémonies sur la mémoire de mon père. Il disait Kaddish comme un orphelin. Ma mère est partie en Amérique et l'avion qui devait aller au Canada a eu du retard. Et elle a mis 24 heures sur l'aéroport de New York en attente. Et lui, il n'a pas quitté l'aéroport. Il fallait qu'il soit là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs précis de votre enfance pendant la guerre d'une manière générale, vous diriez que vous avez eu quoi comme enfance pendant la guerre? Une belle enfant. J'étais choyé. J'étais choyé. Monsieur Mamado était... je suis resté 3 ans quand même. Ouais. 3 ans. Vous mangiez bien chez eux, à votre faim? Oui. Ouais. On ne mangeait pas cachère chez nous. Et alors, à quelle date vous êtes parti de chez eux? Juste à la Libération ou vous êtes Juste resté à la un peu? Libération. Donc là, tout le monde est rentré à Rouen? Non, tout le monde, oui, tout le monde est Enfin, de rentré. vos parents, vous? J'ai un souvenir. Ils avaient une radio. Ouais. Et j'ai écouté la Libération de Paris. Il y avait une radio qui marchait, j'écoutais la nuit toute la Libération de Paris. Par contre, comme tous les gosses, j'avais très peur la nuit. Okay. Pourquoi j'avais très peur? Il y avait une horloge, une grande horloge. Et j'avais toujours l'impression qu'il y avait un cadavre dedans. Ça m'est resté dans la tête, ça. C'est des petites conneries qui restent. Voilà. Et à l'école, à la Bourboule, vous aviez le même niveau que les autres enfants? Oui. Ouais. Donc vous avez réintégré l'école à Rouen à la rentrée 44, c'est ça? Et là, ça a été facile aussi, sans problème? Oui, à peu près. Okay. Et alors jusqu'à quand vous avez poursuivi vos études? J'ai fait le bac à Rouen. Ouais. Et j'ai fait des études à Lyon de maths. Okay. Et je suis rentré dans la bonneterie après. D'accord. À quel âge? Oh, j'en sais rien, 22 ans. D'accord. Et alors, vous vouliez continuer dans les maths, vous? Ou comment ça se fait que vous êtes venu... Mon père avait besoin de moi, je suis rendu... On ne posait pas de questions. Ouais. Et puis je me suis marié. Et j'ai eu 2 gosses. 2 gosses, 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Comment on dit grand-père, un grand-père en français? Papy? Vous parlez français? Oui. On dit vieux con. Alors justement, vos enfants, quand ils ont eu l'âge de comprendre ces histoires d'adultes, est-ce que vous leur avez raconté votre enfance pendant la guerre? Oui, oui. Ils avaient quel âge à peu près quand vous avez commencé à leur parler? Tout le temps, je leur ai parlé. J'ai pas caché, j'ai pas caché du tout. Donc en leur racontant quoi? Que votre enfance avait été plutôt heureuse? Oui, j'étais quand même heureux à la Bourboule. Ouais. J'étais choyé, ils voulaient faire de moi un gentleman. C'est phénoménal. J'ai eu une chance énorme. J'ai eu une chance énorme. Et j'ai non seulement eu une chance énorme, mais je l'ai appréciée. Je me rappelle quand ma mère est arrivée, je ne voulais pas la quitter, mais elle est repartie. votre père qui avait des activités quand même dangereuses, Ouais.
n'a jamais été inquiété ni arrêté? Vous savez ou vous savez S'il pas? avait été arrêté sous Pétain, Oui. mais pas sous les Allemands. Et lui, il avait une fausse identité ou pas? À Rouen, il n'y avait pas de fausse identité, tout le monde Oui. le connaissait. Après? Après, je vous ai expliqué, il est né à Blaschke dans le Finistère. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais c'est une période très intéressante où on voit les gens se... Si, moi, il y a une histoire qui m'a été racontée sur Saint-Gervais. Le responsable des jeunes vient voir mon père et il lui dit, il y a ton fils qui refuse de travailler parce qu'il est ton fils. Mon père, il dit, il n'y a pas de fils. Bon, il va là-haut et il trouve un petit cousin à ma mère. Mon père était quand même 100 kilos, hein. C'était un costaud. Et l'autre lui dit, je ne peux pas travailler, j'ai pas de chaussures. Mon père a quitté ses chaussures et il est rentré à l'hôtel nu-pied en sang. D'accord. Voilà. Je suis fier de ce que je suis. Et fier de mes enfants et de mes petits-enfants. Est-ce que vous avez déjà témoigné pour d'autres personnes, en public ou pas? Non. Aller dans les écoles, je vais. Alors depuis quand? Depuis quand, s'il vous plaît? Oh, oui, je suis à la LICRA. Alors c'est pareil, depuis quand êtes-vous à la LICRA? Bon, je ne me rappelle plus. Ça fait un moment. Mais vous étiez à la retraite ou vous avez toujours été à la LICRA? Toujours été à la LICRA. D'accord. Maintenant, je suis vice-président. Et mardi, je vais, je ne sais pas où. Le président veut que je l'accompagne. Ok. Et en plus, tous les ans, on distribue le prix Joseph Cotte. Ah, expliquez. Hein, prix Joseph Cotte, voilà un truc que je refusais. Je ne voulais pas faire de prix Joseph Cotte. Oui. En quoi il consiste ce prix pour commencer? Dites-nous. Le plus beau prix des Joseph Cotte qui a été, c'est dans les environs de la Loire, de Rouen. Il y a un lycée agricole. Ouais. Pour la mémoire, ils ont planté 2000 arbres. Ok. Je trouve ça magnifique. Mais qui a créé ce prix et pour quelle raison? Je ne sais, les directions de Rouen. D'accord. Ok. Ok. Je vous dis, j'ai refusé, moi. Parce que votre père aurait fait de même? Pourquoi vous n'étiez pas partisan? Oui. D'accord. Je vais vous raconter une histoire. On est à table. C'est midi. Et on reçoit un coup de fil. Et mon père se met en colère. Et il lui dit, écoute-moi. C'est un gars qui devait être proche du gouvernement. Ouais. Écoute-moi. Sauver des hommes pendant la guerre, c'est une grande mitzvah. Sauver des enfants juifs pendant la guerre, c'est une plus grande mitzvah. Et avoir une récompense pour ça, c'est une mitzvah ra. Et ça, on n'a jamais pu parler, voilà. Mon père était un vrai socialiste. Okay. Je vais raconter un exemple. Le gars qui était en Suisse, qui était le correspondant de mon père, il a envoyé des enfants en Suisse, ouais. Et le passeur ramenait l'argent. Il s'est remarié à Roanne chez mon père, pas dans la synagogue. Et quelque temps après, mon oncle est venu de Pologne. Il avait été prisonnier de guerre
en Russie dans l'armée polonaise. Ok. Il avait 2 enfants et une femme. Ils sont passés par le foyer crématoire. Il a rencontré une vague cousine qui s'appelait Cotte aussi, et qui avait une fille qui est passée au foyer crématoire. Ils avaient décidé de faire une route ensemble. Donc ils sont venus à Rouen, comme elle s'appelait Cotte. La loi interdit le mariage religieux avant le mariage civil. Or, le mariage religieux, il faut une preuve que vous êtes veuf. Si vous n'avez pas de preuve, il faut attendre je ne sais pas combien d'années, quelque chose comme ça. Et ben, donc il les a amenés à la maison, il a fait un mariage religieux, tout ce qui est interdit, et mon père a été dénoncé. Et le juge l'a appelé mon père, et mon père lui a dit, il lui a expliqué ça, exactement. Et le juge a dit, on classe affaire. Voilà. Vous venez de parler de votre oncle de Pologne. Est-ce qu'en France, vous avez eu des membres de votre famille déportés? Alors non. Okay. Non. Et alors de Pologne, il n'est resté que lui, que votre oncle? C'est tout. Il restait des oncles à mon père qui habitaient la Palestine. Voilà. Mais de Pologne, non. Okay. Il y a eu deux, trois cousins. Okay. Il y a eu 2-3 cousins. Il y avait un cousin, Michel, qui était en France d'avant la guerre. Quand la guerre a été déclarée, il a été mobilisé dans l'armée polonaise en France. Donc l'armée polonaise a été virée en Angleterre. Donc quand il est revenu en France, il a su que son frère était vivant. Il a perdu sa femme, elle était vivant. Donc il est allé en Pologne chercher son frère, qu'il a ramené. C'est l'anecdote qui est intéressante. Et là, les Russes lui avaient dit qu'en France, on crevait de faim et qu'il n'y avait même pas de pain. Alors, il a amené une biche de pain de Pologne. Il ne voulait pas s'en séparer. Et son frère, il a fallu qu'il aille dans une boulangerie. Tu vois qu'il y a du pain. Et l'autre, elle était dure déjà. Voilà, c'est une petite anecdote. Alors, est-ce que vous-même, plus tard, vous êtes allé en Pologne, à Kalisz, sur les traces de votre famille? Non, j'étais là à 9 ans et c'est tout. Okay. Et je vais vous dire la vérité. En Pologne, chaque année, je voulais aller avec ma femme en Pologne. Et chaque année, j'ai pas voulu. Par contre, la mairie de Rouen a organisé un voyage à Auschwitz. Même 2 voyages. Le premier voyage, j'y étais avec ma femme. Et je suis descendu de l'avion à Cracovie? Cracovie, sans doute? En Cracovie. Et j'ai mis une kippa sur la tête, alors que je ne suis pas religieux. Et je n'ai pas bu un verre d'eau, je n'ai pas mangé un morceau de pain, je n'ai rien touché pendant 24 heures. J'y étais avec ma femme. Quelque temps après, alors c'était organisé comme ça. 30 juifs, 30 personnalités de Rouen et 30 enfants. Non, 60 et 60. Okay. Bon, c'était organisé par la mairie de Rouen. D'accord. Et la deuxième fois, ma femme ne voulait pas y aller. Et je suis allé avec ma fille et ses 2 filles. Et là, c'était la plus grande joie de ma vie. Je venais d'être opéré. Je marchais difficilement. Il y avait de la neige. Comme je marchais difficilement, j'ai mes 2 petites filles qui m'ont pris par le bras dans le chemin de la mort et je me suis mis à chanter. C'est le plus beau spectacle de ma vie que j'ai connu. Ah, c'est tout. Et s'il faut continuer, je continuerai à me battre pour les autres. Aujourd'hui, vous lundi, militez encore? mardi, je vais dans une école, je ne sais pas où. Le président m'a dit, je vais te rendre. J'avais un rendez-vous, j'ai dû remettre le rendez-vous, bon, on va partir tous les 2. Je ne sais pas dans quelle école, peu importe. Mais ça veut dire que vous le faites souvent?
Quelquefois. D'accord. Alors, pourquoi avoir accepté une nouvelle fois, mais là pour nous, aujourd'hui, pour le Mémorial de la Shoah, de témoigner en 2022? Vous voulez savoir la vérité? Oui. Parce que ma femme me l'a demandé. C'est elle qui s'occupe. Vous n'étiez pas chaud? Pas tellement. Vous savez pourquoi ou... Ah ben oui, ça me remonte. Ouais. Ça me remonte. J'avais un père extraordinaire, vraiment. Un père extraordinaire. Et ma mère aussi. Voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je pense que vous avez tout raconté. Dites-nous ce que vous voulez sur, en guise de conclusion. En guise de conclusion, que la vie est belle, mais que les gens la détruisent. La vie est très belle quand on veut. Et ça me désole d'entendre les politiques en France de parler, il faut ci, il faut ça, alors que c'est tellement beau la vie, que c'est tellement beau la vie,